Il existe des règles en médecine, et elles ont leur raison d'être. Des limites destinées à protéger à la fois le soignant et le patient contre ce territoire dangereux où la compassion se transforme en autre chose. La docteure Helena Morris n'avait jamais enfreint ces règles, pas une seule fois en 12 ans. Mais ensuite, elle a rencontré un homme dont le temps était compté, et elle a découvert que certains liens refusent de respecter les lignes que nous traçons. Voici leur histoire. Elle se souvient exactement du moment où elle a compris qu'elle était en danger. Pas un danger physique, celui qui accompagne les scalpels et les salles d'opération, mais celui qui arrive en silence, dans l'espace, entre une question et une réponse. Celui qui vous fait oublier, ne serait-ce qu'une seconde, que vous êtes la médecin et qu'il est le patient, qu'il existe des règles, que cela ne pourra jamais être autre chose que ce que c'est. L'amour dans l'ombre de la mort est un cadeau étrange et terrible. Il dépouille de toute prétention, ne laisse aucune place au jeu ni aux demi-vérités. Quand le temps se compte en mois plutôt qu'en années, chaque instant devient sacré. Chaque conversation ressemble à la dernière. Et parfois, dans ces espaces, deux êtres se voient avec une clarté que le reste du monde n'atteint jamais. Ce n'est pas une histoire d'imprudence ni de passion interdite. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsque votre cœur reconnaît quelqu'un au moment précis, où votre esprit sait que vous devrez le laisser partir. Quand la personne qui vous fait vous sentir le plus vivant est précisément celle que vous ne pouvez pas, ne devez pas, vous autoriser à aimer. Et lorsque chaque instinct de soignant vous dit de garder vos distances, tandis que chaque instinct humain vous rapproche un peu plus. Ce que vous allez entendre est une histoire de retenue et d'abandon. De moments dérobés dans les couloirs d'un hôpital et de conversations qui durent jusqu'à l'aube. D'une femme qui a consacré sa vie à sauver des gens et d'un homme qui lui a appris que certaines choses comptent plus que le temps. Ce n'est pas une histoire avec une fin heureuse, mais c'est une histoire empreinte de grâce. Tout a commencé un mardi de mars, dans un hôpital universitaire où les néons ne ressemblent jamais tout à fait à l'obscurité extérieure. Elle était oncologue, l'une des meilleures, reconnue pour la précision de ses gestes et sa capacité à annoncer de mauvaises nouvelles avec compassion. Il était un nouveau patient, transféré d'une autre région, son dossier chargé de mots comme métastatique, palliatif et 6 à 8 mois. Juste un autre cas. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Son nom était Michael Garrett, 42 ans, architecte, divorcé, sans enfant. Un cancer du pancréas de stade 4 avec des métastases au foie et aux poumons. Elle avait vu des centaines de cas comme le sien, avait appris depuis longtemps à séparer la personne du pronostic. Mais lorsqu'elle entra dans sa chambre ce premier jour et qu'il leva les yeux de son livre, non pas avec de la peur ou de la résignation, mais avec un petit sourire sincère, quelque chose bascula, quelque chose qu'elle passerait les 6 mois suivants à tenter d'ignorer. Helena frappa 2 fois avant d'entrer, une habitude qu'elle avait développée des années auparavant. Laisser au patient un moment pour se ressaisir, essuyer des larmes ou remettre son masque de courage. Mais lorsqu'elle pénétra dans la chambre 407, Michael ne pleurait pas. Il était assis près de la fenêtre, la lumière de fin d'après-midi colorant son profil d'or, lisant un exemplaire usé de L'étranger de Camus. Il leva les yeux, marqua sa page du bout du doigt avec soin et dit « Docteur Morris, je présume ». Elle avait prévu d'être brève, se présenter, examiner son dossier, discuter des options de traitement, le protocole habituel. Mais il posa des questions qui n'avaient rien d'habituel, non seulement sur les taux de survie et les effets secondaires, mais aussi sur la qualité plutôt que la quantité, sur ce que signifiait bien vivre dans le temps qui lui restait. Son intelligence était vive, son humour sec, et il parlait de son diagnostic avec l'acceptation qui naît d'un vrai courage, non du déni. « Camus », dit-elle en désignant le roman, « un choix intéressant. » Il sourit. « Cela m'a semblé approprié. Un homme face à l'absurdité de l'existence et de la mortalité, même si je dois dire que la réalité est nettement moins philosophique et beaucoup plus épuisante. » Elle rit malgré elle, un vrai rire, pas ce son mesuré et prudent qu'elle offrait d'habitude aux patients. Et à cet instant, elle sentit la première fissure dans son armure professionnelle. Ils discutèrent de ses options, une chimiothérapie agressive qui pourrait lui offrir quelques mois de plus, mais le laisserait faible et nauséeux, ou des soins palliatifs axés sur le confort et la dignité.
Il écouta attentivement, posa des questions réfléchies et finalement déclara « J'aimerais prendre un peu de temps pour y réfléchir. Mais, docteur Morris… » Il s'interrompit, ses yeux croisant les siens avec une intensité inattendue. « Je veux que vous sachiez que je n'ai pas peur de mourir. J'ai seulement peur de ne pas vraiment vivre avant de partir. » Elle quitta sa chambre avec un malaise qu'elle ne savait pas nommer. Elle parcourut le couloir en rejouant leur conversation, la façon dont il l'avait regardée, la fermeté de sa voix. Elle se répéta que ce n'était rien, qu'elle avait simplement été touchée par son courage, son acceptation. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, elle se surprit à se demander quel genre de vie il avait mené, quel genre d'homme il était au-delà du diagnostic, et elle réalisa, avec une légère pointe d'alarme, qu'elle avait envie de le découvrir. Michael choisit la qualité plutôt que la quantité. Une chimiothérapie palliative, suffisante pour ralentir la progression, mais pas assez pour lui voler ce qui restait de sa force. Elena respecta cette décision, même si une part d'elle aurait souhaité qu'il se batte davantage. Mais c'était son parcours, pas le sien. Son rôle à elle était de l'accompagner avec toute la grâce que la médecine pouvait offrir. Au cours du mois suivant, elle le vit 2 fois par semaine. Des consultations cliniques qui auraient dû durer 15 minutes, mais qui, d'une manière ou d'une autre, s'étiraient à 30, 40, 1 heure. Il parlait de son travail d'architecte, des bâtiments qu'il avait conçus, du projet qu'il n'avait jamais pu terminer, de son propre parcours en médecine, de l'épuisement lié au fait de porter la douleur des autres, des conversations qui n'avaient rien à voir avec des marqueurs tumoraux ou des résultats d'examen. Tout avait commencé innocemment. Il terminait une séance de chimiothérapie, pâle et fatigué, et elle se trouvait entre 2 consultations. « Il y a un café correct au 3e étage, » dit-elle. « Mieux que le poison des distributeurs. » Il arqua un sourcil. « Est-ce que cela reste dans les limites du protocole médecin-patient » Elle hésita puis sourit. « Ce n'est qu'un café, monsieur Garrett, pas une demande en mariage. » Ils y allèrent. Et cela devint une routine qu'aucun d'eux ne reconnaissait, mais que tous 2 attendaient. Elle se mit à attendre les mardis et jeudis d'une façon qui n'avait rien à voir avec la médecine. Elle commença à choisir ses vêtements avec plus de soin ces jours-là, même si elle se disait que c'était une coïncidence. Elle se surprit à trouver des excuses pour passer dans sa chambre, même lorsqu'elle n'était pas censée le faire. Et un soir, assise seule dans son bureau à examiner ses derniers scanners, les tumeurs qui continuèrent de croître malgré le traitement, elle sentit sa gorge se serrer d'une émotion qui n'avait rien de clinique. Elena travaillait en oncologie depuis assez longtemps pour savoir ce que c'était. Elle avait conseillé d'autres médecins qui s'étaient trop attachés à leurs patients, qui avaient laissé l'empathie glisser vers quelque chose de dangereux. Elle connaissait les statistiques sur l'épuisement des soignants, l'importance des limites émotionnelles, mais savoir et ressentir sont 2 pays différents, et elle franchissait déjà la frontière entre les 2, un café à la fois. L'appel arriva à 2 heures du matin. Michael avait été admis aux urgences avec des douleurs intenses et une détresse respiratoire. Elena n'était pas de garde, mais le médecin responsable savait qu'elle était son oncologue principal et pensa qu'elle voudrait être informée. Elle était à l'hôpital en 20 minutes, encore en jogging et en vieux sweat de fac, les cheveux tirés en un chignon approximatif. Il était conscient lorsqu'elle arriva, un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage, les yeux fermés sous les néons agressifs. Elle tira une chaise près de son lit et prit sa main sans réfléchir. Un geste qu'elle avait fait 1000 fois avec d'autres patients, mais cette fois, ses doigts tremblaient. Ses yeux s'ouvrirent, trouvèrent les siens, et quelque chose passa entre eux, quelque chose qui n'existe dans aucun manuel de médecine. « C'est grave ?» demanda-t-il, la voix étouffée par le masque. Elle aurait pu adoucir la vérité, employer ce langage prudent que les médecins utilisent pour amortir la réalité. Mais il méritait la vérité. Le cancer progresse plus vite que nous l'espérions. Le liquide autour de vos poumons vient des métastases. Nous pouvons le drainer, gérer la douleur, mais Michael… Sa voix se brisa, sa façade professionnelle se fissurant. Nous n'avons plus beaucoup d'options. Il serra sa main doucement. « Hé !» dit-il d'une voix douce. « Ça va. Je savais à quoi je m'attendais. Mais ça n'allait pas. Rien dans tout cela n'allait. » Elle était censée être sa médecin, pas quelqu'un assis à son chevet à 3 heures du matin en retenant ses larmes, pas quelqu'un dont la main semblait parfaitement s'accorder à la sienne.
pas quelqu'un dont le cœur se brisait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la médecine. Elle resta auprès de lui jusqu'à l'aube, bien longtemps après que la crise eut passé et qu'il se fût endormi. Assise sur cette chaise d'hôpital inconfortable, elle regardait sa poitrine se soulever et s'abaisser, mémorisant les traits de son visage dans la lumière grise du matin. Et elle sut, avec une certitude absolue, qu'elle était amoureuse d'un homme mourant, qu'elle avait franchi toutes les limites qu'elle s'était juré de ne jamais dépasser, et qu'il n'y avait plus de retour possible. L'Association médicale américaine est catégorique. Les relations amoureuses entre médecins et patients actuels sont contraires à l'éthique. Une trahison de confiance, un abus des dynamiques de pouvoir, des motifs de sanctions disciplinaires ou de retrait de licence. Elena avait signé ce code de déontologie, avait bâti toute sa carrière sur ces principes, et désormais, elle se tenait au bord de les briser. Elle se répéta que ce n'était que de la compassion, que tout être humain décent se sentirait lié à quelqu'un qui affrontait la mort avec une telle grâce, qu'elle ne faisait que soutenir un patient sans famille, à proximité, sans système d'aide. Mais tard le soir, seule avec ses pensées, elle ne pouvait plus fuir la vérité. Ce n'était pas de la compassion, c'était quelque chose de bien plus dangereux. Elle essaya de prendre de la distance. Délégua une partie de ses soins à d'autres médecins, écourta leur rendez-vous pour les rendre strictement cliniques, cessa d'aller au café. Mais Michael le remarqua. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il un après-midi, les yeux cherchant les siens avec une confusion proche de la blessure. « Non, dit-elle, la voix soigneusement neutre. Je pense simplement qu'il est important de maintenir des limites appropriées. » Une semaine plus tard, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de son bureau. À l'intérieur, une note manuscrite sur du papier à en-tête de l'hôpital. « Docteur Morris. Je comprends pourquoi vous vous éloignez, et je le respecte. Mais je dois vous dire que ces derniers mois, nos conversations, la façon dont vous m'avez traité comme une personne plutôt qu'un simple dossier, cela a tout représenté pour moi. Quel que soit le temps qui me reste, vous connaître a rendu ce temps digne d'être vécu. Avec gratitude, Michael. » Elle lut la lettre 3 fois, chaque mot tombant comme une pierre dans une eau immobile, créant des ondulations qu'elle ne pouvait maîtriser. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 12 ans de carrière. Elle quitta l'hôpital au milieu de son service, monta dans sa voiture et conduisit sans but pendant 1 heure, pleurant si fort qu'elle dut s'arrêter sur le bas-côté. Parce qu'elle savait ce qu'elle devait faire, et elle savait que cela lui coûterait tout. Elena demanda une réunion avec le comité d'éthique de l'hôpital. Elle expliqua la situation avec une précision clinique. Elle avait développé des sentiments pour un patient, ce qui compromettait son objectivité. Elle se retirait volontairement de son dossier et recommandait son transfert au docteur Patel, un oncologue tout aussi qualifié. Les membres du comité acquiescèrent avec approbation. C'était la procédure correcte, le choix éthique. Michael le prit très mal. « Vous m'abandonnez, dit-il, la colère traversant des yeux qui n'avaient jusque-là montré que de la compréhension. « Ce n'est pas, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Je suis en train de mourir, Elena. Il me reste peut-être 3 mois. Et vous vous inquiétez d'éthique, de ce que pense un comité. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Cela sonnait à la fois comme une accusation et une intimité. « Je ne t'abandonne pas, » dit-elle doucement, fermant la porte de sa chambre, même si elle savait qu'elle ne le devrait pas. « J'essaie de nous protéger tous les deux, parce que si je reste ta médecin, je ne peux pas. » Elle s'interrompit, mais il termina pour elle. « Ne peux pas quoi, prendre soin de moi? Tu le fais déjà. Je le vois chaque fois que tu entres ici, chaque fois que tu me regardes comme si j'allais disparaître. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Tu as raison, je tiens à toi, trop. Et c'est exactement pour ça que je dois prendre du recul, parce que je ne suis plus objective. Je ne peux plus prendre de décisions médicales claires quand chaque fibre de mon être veut trouver un remède qui n'existe pas. Quand je reste éveillé la nuit à penser à toi au lieu de dormir, quand l'idée de te perdre... » Sa voix se brisa. « Ce n'est pas de la préoccupation professionnelle, Michael. Et cela fait de moi un risque. » Il se leva lentement, la potence de perfusion à la main, et franchit la courte distance qui les séparait. Il se tint assez près pour qu'elle puisse compter ses battements de cœur, voir l'épuisement gravé sur ses traits, sentir la chaleur qui émanait de son corps devenu trop maigre.
Alors ne sois pas ma médecin, dit-il doucement. Sois ce que tu veux être. Parce qu'Elena, je n'ai pas besoin d'un médecin maintenant. J'ai besoin de quelqu'un qui me voit. Et toi, tu me vois. Elle aurait dû reculer. Elle aurait dû quitter la chambre, maintenir la limite, faire ce que 12 années de formation exigeaient. Mais au lieu de cela, elle resta. Elle resta dans cet espace impossible entre médecin et femme, entre éthique et vérité. Et lorsqu'il leva la main lentement pour toucher son visage, sa main légèrement tremblante à cause des médicaments et de l'émotion, elle se pencha vers lui. Le baiser fut doux, hésitant. Ses lèvres étaient sèches à cause des traitements, sa respiration courte à cause de ses poumons affaiblis, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce qu'à cet instant, il n'était plus un homme mourant et elle n'était plus sa médecin. Ils étaient simplement deux êtres qui avaient trouvé quelque chose de rare et de vrai dans des circonstances impossibles. Deux êtres qui disaient oui aux sentiments, même en connaissant le prix. Quand ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien, tous deux respirant difficilement. « J'en avais envie depuis le jour où tu as ri de ma blague sur Camus, » murmura-t-il. Elle sourit à travers ses larmes. « J'en avais envie depuis le moment où tu m'as demandé comment vivre, et pas seulement survivre. » Et dans cet aveu, tout changea. Ils restèrent là longtemps, simplement serrés l'un contre l'autre, la machine à perfusion émettant son bip régulier en arrière-plan. Enfin, elle dit « Je transfère officiellement ta prise en charge demain. Le docteur Patel est excellent. Après ça… » Elle s'interrompit, à la fois terrifiée et certaine. « Après ça, si tu me veux toujours, pas comme ta médecin, mais comme quelqu'un qui tient à toi, je serai là, quel que soit le temps qu'il nous reste. » Il recula légèrement pour la regarder pleinement, les yeux brillants d'une émotion qui pouvait être de la joie ou du chagrin, peut-être les deux. « Je vais mourir, Elena. Probablement bientôt. Et ce sera sûrement compliqué. Tu es sûre de vouloir vivre ça ?» Elle prit son visage entre ses mains, cet homme qui, en 3 mois, était devenu son monde entier. « J'en suis sûre, dit-elle. J'ai peur. C'est complètement insensé, mais j'en suis sûre. » Les formalités furent traitées en 48 heures. Le docteur Ramesh Patel reprit la prise en charge de Michael avec un professionnalisme silencieux, sans poser de questions lorsqu'Elena formula sa demande inhabituelle. La rumeur hospitalière s'enflamma, les infirmières murmuraient, les collègues levaient les sourcils, mais Elena avait tout fait dans les règles. Elle s'était retirée du dossier avant de franchir la moindre limite. Techniquement, elle n'avait enfreint aucune règle. Leur premier rendez-vous officiel ne se déroula ni dans un restaurant, ni au cinéma. Ce fut dans sa chambre d'hôpital, après les heures de visite, avec un plat chinois à emporter du restaurant de la rue voisine, des baguettes, des biscuits porte-bonheur, et une conversation qui coulait comme de l'eau. Ils parlèrent de tout, son enfance dans l'Oregon, les cauchemars d'Elena en école de médecine, les bâtiments qu'il ne construirait jamais, les voyages qu'elle n'avait jamais faits parce qu'elle travaillait toujours. La réalité, pourtant, trouve toujours un moyen de s'inviter même dans les plus beaux moments. À mi-parcours du dîner, Michael dut s'excuser pour aller vomir, un effet secondaire de la chimiothérapie que même la meilleure ambiance romantique ne pouvait masquer. Elena lui tint les cheveux, lui frotta le dos, l'aida à se rincer la bouche. Et lorsqu'il s'excusa, le visage rouge de honte, elle embrassa sa tempe et dit « Voilà à quoi ressemble le réel. Je ne vais nulle part. » Lorsqu'il fut autorisé à sortir une semaine plus tard, elle l'aida à s'installer dans une location de courte durée près de l'hôpital, un petit appartement meublé, trop beige, pas assez lumineux. Ils en firent leur lieu, ses croquis d'architecte sur les murs, ses livres à elle sur l'étagère, une cafetière qui préparait un café affreux, mais qui devint leur rituel du matin. Elle passa plus de nuits là-bas qu'à son propre domicile. Chaque jour était du temps emprunté. Chaque matin où elle se réveillait à ses côtés était un cadeau qu'elle n'avait pas mérité, mais qu'elle acceptait malgré tout. Il ne parlait pas du futur, il n'y en avait pas. Il parlait du présent, de la texture du moment, des petites joies de la vie ordinaire. Et d'une manière ou d'une autre, dans l'ombre de la fin, ils construisirent quelque chose qui semblait plus vrai que tout ce qu'elle avait connu. Fin juillet, Michael dormait 16 heures par jour. La douleur était contrôlée mais persistante, nécessitant des doses croissantes de morphine qui le rendaient brumeux et absent. Elena le vit disparaître par fragments. D'abord l'énergie, puis l'appétit,
puis les longues conversations qui avaient été le fondement de tout entre eux. Elle le perdait au ralenti, et la médecine ne pouvait rien y faire. L'appel arriva un jeudi. Michael s'était effondré dans son appartement. Les voisins l'avaient trouvé inconscient. Quand Elena arriva en réanimation, il avait été admis pour une insuffisance rénale aiguë et une septicémie. Le docteur Patel la rejoignit dans le couloir, le visage grave. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais Elena, il faut que vous vous prépariez. On parle de jours, peut-être d'une semaine. » Elle prit un congé d'urgence à l'hôpital. Elle passa chaque instant à son chevet, lisant pour lui lorsqu'il était conscient, tenant sa main lorsqu'il ne l'était plus. Son ex-femme vint lui rendre visite, et les deux femmes partagèrent une conversation douce et silencieuse au sujet de l'homme qu'elles avaient aimé chacune à leur manière. « Il a de la chance de t'avoir maintenant, » dit Sarah doucement. « Il a toujours été tellement seul, je suis heureuse qu'il ne le soit plus. » Le 6e jour, il se réveilla avec une lucidité inhabituelle, cette étrange clarté qui précède parfois la faim. « Hé !» dit-il, d'une voix à peine plus qu'un souffle. Elle se pencha tout près. « Hé, toi ?» Il sourit, le même sourire que le premier jour. « Je dois te dire quelque chose. » Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Tu m'as donné plus de vie en 4 mois que je n'en ai eu durant mes 42 années précédentes. Chaque moment avec toi en valait la peine. » Elle fut incapable de parler à travers les larmes, alors elle le prit simplement dans ses bras, attentive aux tubes et aux câbles qui le reliaient à des machines qui n'aidaient plus vraiment, qui ne faisaient que prolonger. « Je t'aime », réussit-elle enfin à dire. « Je sais que je ne devrais probablement pas, mais je t'aime. Je t'aime tellement que ça fait mal. » Il pressa ses lèvres contre sa main. « Je sais. Je l'ai toujours su. Et Elena. » Il fit une pause, rassemblant ses forces. « Amos, ne regrette rien. Promets-moi, peu importe ce que les autres diront, ce que tu te diras plus tard, ne regrette pas ce que nous avons été. » Michael mourut un dimanche matin d'août, avec Elena à ses côtés, lui tenant la main, alors que sa respiration ralentissait puis s'arrêtait. Elle resta avec lui 1 heure encore, mémorisant son visage dans la lumière pâle du matin, lui disant toutes les choses qu'elle n'aurait plus jamais l'occasion de lui dire. Puis elle appela le docteur Patel, signa les documents nécessaires et quitta l'hôpital pour rejoindre un monde soudain immense et terriblement vide. Le chagrin fut bien plus violent que tout ce qu'elle avait imaginé. Pas seulement de la tristesse, une douleur physique logée dans sa poitrine qui l'empêchait parfois de respirer. Elle prit 2 semaines de congé qu'elle passa dans l'appartement de Michael, entourée de ses affaires, ses croquis, ses livres et la cafetière qui faisait un café affreux. Ses amis disaient que cela deviendrait plus facile. Elle n'était pas sûre d'en avoir envie. 3 semaines après les funérailles, Elena fut convoquée devant le comité d'éthique de l'hôpital. Quelqu'un avait déposé une plainte, un signalement anonyme affirmant qu'elle avait eu une relation inappropriée avec un patient. Elle s'assit dans cette salle de réunion, répondant aux questions avec la même précision clinique qu'elle utilisait autrefois pour diagnostiquer des maladies, et expliqua la chronologie. Comment elle s'était retirée de sa prise en charge avant tout lien personnel, comment elle avait suivi chaque protocole. Le comité délibéra pendant 2 heures. Finalement, ils ne trouvèrent aucune violation éthique. Techniquement, elle avait tout fait selon les règles. Mais le président la regarda avec une sorte de pitié et dit « Vous êtes une brillante médecin, docteur Morris, mais des relations comme celle-ci, même lorsqu'elles restent techniquement admissibles, peuvent compromettre votre objectivité d'une manière que vous ne percevrez qu'une fois qu'il sera trop tard. J'espère que vous y réfléchirez. » Elle acquiesça, accepta l'avertissement et partit en se sentant à la fois justifiée et vide. 1 mois plus tard, un colis arriva à son appartement. À l'intérieur, un portfolio en cuir contenant des croquis architecturaux, des dizaines, des bâtiments que Michael avait dessinés dans les marges de documents médicaux pendant ses séances de chimiothérapie. Sur la page de titre, une note écrite de sa main, reconnaissable entre toutes, pour Elena. « Tu m'as demandé un jour ce que je construirais si j'avais tout le temps du monde. La réponse a toujours été la même. Une vie qui en vaille la peine. Merci de m'avoir aidé à la construire. Avec tout mon amour, monsieur, certaines histoires ne se terminent pas par le bonheur. Elles se terminent par la vérité, par la compréhension que l'amour n'arrive pas toujours aux moments opportuns, et que les liens les plus profonds naissent parfois dans les terrains les plus improbables. Elena n'a enfreint aucune règle,
mais elle a franchi toutes les frontières qu'elle avait érigées autour de son cœur. Et ce faisant, elle a appris quelque chose que la médecine ne lui avait jamais enseigné. Être présent pour la fin de quelqu'un peut être tout aussi sacré que se battre pour sa survie. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà aimé quelqu'un en sachant que vous ne pourriez pas être avec lui, ou trouver une connexion dans un endroit inattendu, j'aimerais vous entendre. Laissez un commentaire, partagez votre histoire et abonnez-vous à notre chaîne où nous explorons les vérités complexes et magnifiques du cœur humain. Pas des contes de fées, mais de vraies histoires sur ce que signifie aimer, perdre et trouver la grâce dans les deux. Parce qu'au fond, nous cherchons tous quelqu'un qui nous voit vraiment. Et parfois, cette personne apparaît exactement quand nous en avons le plus besoin, même si nous ne pouvons pas la garder. Abonnez-vous et continuons à explorer ces histoires ensemble.